Il est une région au sud d'Anchorage, en Alaska, que les habitants connaissent et que les touristes ignorent. C'est une région qui est belle, majestueuse, encadrée de montagnes, parcourue d'eau grise. On l'appelle le Turnagain Arm. C'est un bras de mer qui est long de 77 km. Il est taillé par les glaciers dans la roche de l'Alaska depuis des millénaires. Et à marée basse, ses rives découvrent de vastes étendues plates, lisses, d'une couleur grise et uniforme. On dirait une plage ordinaire, on dirait qu'on peut y marcher, y rouler, y vivre, et on aurait tort. Ce qui ressemble à de la terre ferme est en réalité du limon glaciaire. C'est un sédiment ultra fin que les torrents de fonte des glaciers déposent depuis la nuit des temps au fond de ce bras de mer. Et ce limon a une propriété que peu de gens soupçonnent, et c'est que quand la marée est basse et que le sédiment est sec, il est solide. On peut y poser le pied, vous pouvez y rouler à bord d'un véhicule, mais quand la marée commence à remonter, quand l'eau s'infiltre dans cette masse compacte, le limon se liquéfie, il se transforme en une sorte de sable mouvant, épais, gluant, qui aspire tout ce qu'on y met. Et ensuite, quand l'eau monte encore et encore, quand elle sature le sédiment, le limon se referme, se compacte à nouveau et il devient aussi dur que du béton. Si vous y avez enfoncé un pied, une jambe, un bras, cette partie de vous appartient désormais à la vase. Le Turnagain Arm possède la deuxième plus grande amplitude de marée de toute l'Amérique du Nord, près de 12 mètres. En quelques heures, l'eau monte de 12 mètres. Alors, les panneaux d'avertissement sur les berges l'indiquent en toutes lettres. Le guide touristique de l'Alaska, le Milepost, le dit aussi. Attention, ne vous aventurez pas sur les platiers vaseux à marée basse. La marée montante crée un effet de sable mouvant extrêmement dangereux. Les gens lisent ces panneaux, puis ils regardent l'étendue grise et plate qui s'ouvre devant eux, et ils y vont quand même. Et pourtant, la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop, dirait-on au Mont-Saint-Michel. Bienvenue au Récit de l'ombre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à Récit de l'ombre, à moins que ce soit déjà fait, bien entendu. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, ce qui en ce moment est 2 fois par semaine. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez bien le récit et n'hésitez pas à commenter sans spoiler et à partager et tout. Maintenant, on va revenir au mois de juillet 1988 en Alaska. Jay Dickinson, il connaît bien le Turnagain Arm. Il vit en Alaska depuis plusieurs années. C'est un homme de terrain, il est curieux, il est aventureux. Et sa passion du moment, c'est l'orpaillage alluvionnaire. C'est ce que les Américains appellent le placer mining. C'est-à-dire, c'est l'extraction d'or dans les alluvions des rivières et les bancs de sédiments. Alors, il possède une concession aurifère du côté de Portage, à l'extrémité orientale du Turnagain Arm, près d'Ingram Creek. Pour y accéder, la route normale l'oblige donc à contourner l'ensemble du bras de mer. Et c'est long, c'est vrai, et c'est fastidieux, c'est vrai également. Mais j'ai à trouver un raccourci. À marée basse, quand les platiers vaseux sont découverts, il peut traverser directement. Il l'a fait des dizaines de fois, sans le moindre incident. En juillet 1988, Jay a 18 ans, il vient d'épouser Adiana. Elle aussi, elle a 18 ans, elle est originaire de Dayton, dans le Nevada. Ils se sont mariés il y a tout juste un mois. Adiana le rejoint en Alaska, à Eagle River, une banlieue tranquille de Anchorage. Leur camionnette argentée porte encore les plaques d'immatriculation du Nevada. Ils sont jeunes, ils sont amoureux, ils commencent leur vie commune et Adiana a rapidement pris goût à l'orpaillage. Elle est sortie 2 ou 3 fois avec Jay sur la concession. Rien de difficile, rien de dangereux. Ce soir du 14 juillet 1988, le couple décide de se rendre le lendemain matin à Ingram Creek pour chercher de l'or. Jay consulte la table des marées, il note qu'au lever du jour, le 15 juillet, la marée sera au plus bas. Parfait. Ils pourront traverser les platiers à l'aube, travailler sur la concession et rentrer sans encombre.
Le lendemain matin, ils se lèvent avec le soleil, ils chargent leur quad, c'est un véhicule tout-terrain à 4 roues, donc ils le chargent d'une remorque qui elle-même contient du matériel d'extraction. Ils prennent la route vers le sud, ils quittent Eagle River, longent la Seward Highway le long du bras de mer et atteignent le point d'accès au platier d'Ingram Creek. Devant eux, l'étendue grise est entièrement découverte, la marée est basse, la surface paraît solide. Jay connaît ce terrain, il l'a traversé des dizaines de fois. Il passe devant les panneaux d'avertissement et il ne s'y arrête bien entendu pas. Le quad s'engage sur les platiers, il avance, laisse des traces dans le limon gris et à marée basse, les platiers sont solides mais ils ne sont pas uniformes. Ils sont parcourus de chenaux de marée, ce sont des petits bras qui drainent l'eau en dernier et qui restent quand même gorgés de limon saturé, même au point le plus bas de la marée. La géologue Susan Winkler, qui a étudié ces fonds pendant des années pour le compte de l'Institut géologique des États-Unis, l'a établi clairement d'ailleurs, les zones proches des chenaux sont les plus dangereuses parce qu'elles retiennent le plus d'eau et sont donc plus susceptibles de se liquéfier. Et c'est dans l'un de ces chenaux que le quad s'enfonce brusquement. Les roues tournent dans le vide, le véhicule est bloqué. Adriana descend, elle se place derrière le quad et commence à pousser. Jay appuie sur l'accélérateur, le moteur rugit, le quad fait une embardée, se libère brusquement du limon et repart en avant. Mais Adriana, elle, ne bouge pas. En poussant de toutes ses forces, en appuyant sur ses deux jambes contre la résistance du sédiment, elle a enfoncé ses pieds dans la vase et elle a les deux jambes coincées dans le limon jusqu'aux genoux. Elle essaye de les retirer, mais elle ne peut pas. Jay revient vers elle, il tire, rien. La vase ne lâche pas. Il essaie encore, toujours rien. Il ne panique pas, il a une idée, il retourne au quad, attrape la drague, c'est une pompe d'aspiration qu'il utilise pour extraire les alluvions aurifères, et il la plonge dans la vase autour d'une des jambes de Adriana. La pompe aspire le limon, crée un espace vide autour de la jambe. C'est lent, c'est laborieux, mais ça marche. Peu à peu, millimètre par millimètre, une jambe se libère. Et c'est à ce moment-là que l'eau arrive. Alors comprenez bien une chose, c'est de l'eau de fonte des glaciers. Et l'eau de fonte des glaciers du Turnagain Arm est à 3 degrés. Elle pénètre dans le chenal, silencieuse, froide et méthodique. Elle monte autour de leurs chevilles. Ni Jay ni Adriana ne s'affolent encore. La drague fonctionne. Si Jay peut dégager l'autre jambe assez vite, ils seront libres avant que la marée les rattrape. Jay enfonce la drague dans la vase autour de la seconde jambe, la pompe aspire et la jambe commence à se libérer. Et puis, la courroie de transmission de la drague cède. La pompe s'arrête. Jay ne peut pas la réparer sur place, l'eau monte et elle atteint maintenant leurs genoux. Jay court au quad, il y prend une pelle et il revient vers sa femme et commence à creuser autour de sa jambe. Mais la vase ne ressemble plus à de la vase, elle est compacte, dense, immobile, c'est du béton. Et c'est précisément ce qui fait du Turnagain Arm l'un des endroits les plus meurtriers d'Alaska. Le limon glaciaire qui tapisse ce bras de mer est composé de grains anguleux, infiniment fins, broyés pendant des millénaires par les glaciers. À marée basse et au sec, ces grains sont en équilibre, l'eau circule librement entre eux et le sol est solide. Mais quand on le piétine, quand on y enfonce quelque chose, on brise cet équilibre, les grains se réarrangent, l'eau s'échappe et il se compacte encore plus fort autour de l'objet. Et quand la marée remonte et que l'eau resature le sédiment par le dessous, ce processus s'accélère, la vase se referme, elle durcit et elle emprisonne. Et plus l'eau monte, plus le limon se referme autour de la jambe d'Adriana. Jay creuse et creuse, mais il n'avance pas. La pelle glisse sur le sédiment durci et l'eau monte. Elle arrive à la taille de Adriana. Jay comprend qu'il ne peut plus rien faire seul, il faut des secours et il les faut maintenant. Il ne peut pas prendre le quad, l'eau a déjà envahi les platiers. Il se met à courir à travers l'eau froide et montante, à travers le limon. Il court vers la Seward Highway, plusieurs centaines de mètres plus loin, tandis que Adriana crie dans son dos.
Jay atteint la chaussée, il arrête les voitures, il explique, il implore. Des automobilistes s'arrêtent, ils regardent au loin vers les platiers, il voit une silhouette dans l'eau qui se débat et qui crie, l'eau qui lui arrive à la taille. 2 automobilistes n'hésitent pas, ils descendent avec Jay sur les platiers et s'avancent dans l'eau glacée. Un 3e automobiliste repart vers un café voisin pour alerter les secours. Les pompiers arrivent, les policiers de la patrouille d'État arrivent. L'agent Mike Opalka, gendarme de la brigade de Girdwood depuis 16 ans, est parmi eux. Il regarde la scène, l'eau a encore monté, elle arrive à la poitrine de Adriana. Opalka ne s'arrête pas. Il saisit un tuyau dans le matériel d'extraction qui est resté dans le quad. Il entre dans l'eau, il court jusqu'à Adriana, il la tient par le bras. « Tout va bien se passer, » lui dit-il. « On va vous sortir de là, vous inquiétez pas. » Les sauveteurs se relaient, ils tirent, ils creusent, ils arrachent, mais rien ne fonctionne. L'eau continue à monter, froide, inexorable. Michael Polzin, un pompier volontaire de Girdwood, est là aussi, dans l'eau jusqu'au cou, à tirer de toutes ses forces. « Je n'arrivais pas à croire la résistance d'Opalka, dira-t-il plus tard. Mes mains étaient blanches, je pouvais à peine nouer une corde autour d'elle. » Un hélicoptère arrive en renfort. On attache un harnais autour du corps de Adriana. L'appareil force, monte, tire, mais la vase ne cède pas et l'eau monte au-dessus de la tête d'Adriana. Opalka glisse le tuyau dans la bouche de la jeune femme, c'est son seul espoir, lui permettre de respirer sous l'eau pendant que les sauveteurs continuent à lutter. Mais Adriana est en hypothermie, elle tremble, elle ne contrôle plus ses mains, elle ne contrôle plus ses gestes, elle n'arrive pas à tenir le tuyau. Les sauveteurs sont à la limite de leur propre force. L'eau à 3 degrés les engourdit, les paralyse, les uns après les autres. Ils doivent se résoudre à regagner la berge. Opalka est le dernier, il est encore là dans l'eau à tâtonner pour retrouver le tuyau qu'Adriana a lâché. Ses mains ne répondent plus. Il plonge les bras sous l'eau, cherche la jeune femme à tâtons. Il sent qu'elle se débat, puis il ne sent plus rien. Le tuyau remonte à la surface. Les 2 extrémités sont hors de l'eau. Je la tenais pendant qu'elle se noyait, j'ai dû lâcher. Je n'avais plus aucune sensation dans les bras, dans les mains, je n'avais plus le choix, dira Opalka plus tard. Elle était consciente, elle était vivante, mais nous ne pouvions plus rien faire. Opalka lâche prise, il est lui-même en hypothermie, il regagne la rive à grande peine, sort de l'eau et s'effondre sur le bord de la route. Jay Dickinson, les automobilistes, les pompiers, les gendarmes, ils sont tous là, sur le bord de la Seward Highway, à regarder l'étendue d'eau calme et grise qui a maintenant tout recouvert. Il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à faire. Ils attendent. Ils attendent 6 heures pour que la marée monte jusqu'à son maximum, puis redescende, puis découvre à nouveau les platiers. Et quand l'eau se retire enfin, le toit du quad réapparaît en premier, puis la carrosserie, puis les pneus, et enfin l'épaule d'Adriana Dickinson. Les pompiers reviennent sur les platiers avec la pompe à haute pression, du matériel spécialement conçu pour extraire les gens enfoncés dans le limon du Turn Again Arm. Ils arrosent la vase autour du corps de la jeune femme, ils creusent à la pelle, et à 14 heures, le vendredi 15 juillet 1988, le corps d'Adriana Dickinson est enfin dégagé. Elle avait 18 ans, elle était mariée depuis 1 mois. Si le secours avait été alerté un peu plus tôt, une poignée de minutes, peut-être 1 heure, la pompe à haute pression aurait pu être acheminée sur place à temps. Elle a déjà sauvé des gens dans des situations similaires et ce jour-là, elle est arrivée trop tard. Jay Dickinson avait lutté pendant 3 heures pour libérer sa femme de la vase du Turn Again Arm. Il avait tout essayé, tout, mais la vase n'avait pas cédé. Comme on le dit au Danemark, Kunnen Taube frukter ikke havet. Seul un fou ne craint pas la mer. Ne faites pas la même erreur. C'était Récit de l'ombre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles histoires. Au revoir.